say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, coup de projecteur sur la famille Cadiou, 3 générations qui se sont succédées à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, leader français du portail en France et toujours le même fief à Locq-Ronan. Merci Emmanuel et Ronan Cadiou d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment revenir sur cette histoire familiale, cette entreprise et ce passage de relais entre père et fille. Et nous ferons également un petit pas de côté, loin du PVC ou de l'aluminium. On va parler aussi mer, planète et engagement. Vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin Marie Tabarly, bonjour. Vous êtes navigatrice et fondatrice d'Elementaire Project. Bienvenue à tous les 3. Alors l'entreprise Cadiou, c'est une affaire qui a démarré en 1949. Il faut remonter à 3 générations. Ça commence avec le grand-père, votre grand-père Emmanuel. Qu'est-ce qu'on vous a raconté de cette période, de cette entreprise qui prend forme au retour de la guerre ? Alors, mon grand-père, oui, Guillaume Cadiou, c'était un homme de Locq-Ronan. On est en train de travailler aussi sur nos racines et nos... On n'a pas beaucoup bougé. On est vraiment dans la campagne Castres, Ploévin, Ploemaudierne. C'était un menuisier, c'était un charpentier, bois. Et je n'ai pas un grand souvenir de lui parce qu'il est mort en 1981. Et moi, je suis née en 1977. D'accord. Mais je savais que c'était un homme qui avait beaucoup d'autorité, qui avait beaucoup de charisme et beaucoup d'envergure dans le village de Locq-Ronan. Ça allait de soi pour vous, Ronan, de suivre les traces du père ? Pour tout vous dire, si j'ai pris la suite de mon père, c'est parce qu'en 1963, mon père a eu un très grave accident de travail et il ne pouvait plus travailler. Donc un jour, ma mère m'a dit, Ronan, si tu ne restes pas travailler chez nous, on va être obligé de fermer l'entreprise. Il y avait un ouvrier à l'époque. Bon, moi, je vais vous dire quand même que les études, c'était pas trop ce que j'aimais dans la vie. Et après mon BEPC, je suis un autodidacte, j'en ai pas honte, j'en ai fier même. Après mon BEPC, j'ai arrêté l'école et je me suis mis en tant qu'apprenti menuisier. Alors mon bagage, c'est un CAP, mon BEPC après la 3e et un CAP de menuisier. Comme quoi, malgré ce peu de bagages, on peut arriver à faire quand même quelque chose. Mais à condition de travailler beaucoup. Est-ce que vous avez des souvenirs, Emmanuel, petites, est-ce que vous rejoignez votre père dans les locaux de l'entreprise ? C'est quoi les images qui vous marquent de cette époque ? Alors, mon plus beau souvenir, c'est quand je revenais manger à midi, parce que mes parents avaient créé leur entreprise dans une ancienne école. Et donc, nous, on vivait dans l'école des frères. Et quand je revenais manger, on vivait dans la maison. Et donc, j'avais les ouvriers de mon père, Gabi et Jules. Ils mangeaient et après, ils allaient dans la Sûre dormir sous l'escalier. Et ça sentait toujours la Sûre. Donc, c'était vraiment la menuiserie bois à l'époque. Donc, ça, c'est un très beau souvenir. Et après, c'est vrai qu'on allait à la foire de Trégourès, dans les marchés aux bestiaux, pour vendre des portails, des fenêtres en PVC. C'était vraiment... on suivait mes parents partout où ils allaient dans l'entreprise ou dans les foires. Alors, quand vous reprenez l'entreprise Ronan Cadiou, vous allez décider d'explorer de nouvelles voies qui vont vous emmener jusqu'en Allemagne. Pour tout vous dire, je me suis bien rendu compte rapidement, j'ai eu cette chance de regarder un peu l'avenir, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et je me suis rendu compte rapidement qu'en tant que menuisier à la campagne, en faisant des petits meubles à droite à gauche de 38 cm et tout ça, que ça n'allait pas le faire et que j'allais pas gagner ma vie là-dedans. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir, et j'ai tout de suite eu envie d'aller voir ailleurs. Et c'est vrai que j'ai toujours été très curieux, j'allais toujours en Allemagne, à Düsseldorf, voir les salons sur le PVC, sur le polyéthylène et tout ça, donc j'allais toujours voir ce qu'il fallait. Mais le seul problème, c'est que des fois on a tort d'avoir raison trop tôt. Parce qu'en 74-75, j'ai commencé à fabriquer des fenêtres en PVC. Mais quand j'exposais ces fenêtres sur la foire exposition de Quimper qui existait, les gens n'y croyaient pas. Les gens, je me rappelle même, et d'ailleurs, j'ai une dame qui dit « ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais ». Et les fenêtres, d'ailleurs, n'ont pas marché non plus. Donc je me suis retrouvé en difficulté parce que j'avais acheté des machines, des tronçonneuses, soudeuses, des machines pour fabriquer des fenêtres en PVC. Je ne pouvais plus rentrer dans cette pièce où étaient ces machines parce qu'elles ne tournaient jamais. Et c'est là, après, un jour, je me suis rendu voir mon fournisseur en Mayenne et je lui ai dit que j'allais faire des portails en PVC.
Alors là, je peux vous dire, même quand je serai mort, je pense que je me rappellerai de ça. Ouais. Il a éclaté de rire, il avait sa gitane derrière son bureau, il a levé les mains au ciel. Oh, 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 monsieur Cadio, si vous croyez que vous allez gagner votre vie à faire des portails, j'ai dit, écoutez, les fenêtres, ça ne marche pas, il faut bien que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à faire des portails en 75, 77. Et là, alors, ça a démarré tout de suite, quoi. Et là, on a été Et c'est sauvés. dans tout le secteur agricole, c'est ce que vous expliquez. Ouais, ma après, on fenêtre. avait une autre activité qui était en parallèle dans le secteur agricole, quoi. Les fenêtres PVC, il a réussi à les vendre à des agriculteurs et c'était super parce que c'était très qualitatif pour Ouais. les bâtiments d'élevage et les portails pour les maisons. Alors en tout cas, le siège, lui, il n'a pas bougé depuis toutes ces années. Direction Locronan, où nous attend Evan. Il nous montre les portails version 2022, pour le coup. Alors aujourd'hui, on va voir comment on fabrique un portail chez Cadio. Et Eric, tu es notre premier hôte pour nous expliquer comment se passent les débuts de la fabrication. Imaginons, ma grand-mère a commandé un portail chez Cadio. Ça arrive ici, c'est ça pour la première étape? C'est ça. Ici, on est dans l'atelier de débit usinage. Donc, c'est ici qu'on a tout notre stock de matières premières à disposition. On travaille essentiellement sur de l'aluminium. Et là, on voit un portail qui est en train de se faire découper. C'est ça. Là, on est sur une étape d'usinage, comme on appelle ça. Donc, l'étape juste avant, c'est du débit. Donc, ici, on a des chariots de débit à disposition de l'usineur. Ici, donc, la machine va venir s'occuper de faire une serrure, par exemple. D'accord. En fonction du programme d'usinage qu'on lui a demandé, ça peut être une serrure, ça peut être un usinage de roulettes, ça peut être un usinage de traverse. Oui, il y a Peu plein importe. de... Ah, mais c'est hyper moderne. J'adore. C'est plutôt moderne, en effet. Alors, on va aller dans l'atelier d'à côté parce qu'une fois que donc, la découpe a eu lieu, je fais comme si j'étais chez moi. Hein. Ok, allez-y. J'ai toujours rêvé de faire ça. Suivez-nous. Il faut assembler, c'est comme un grand Lego en fait. Oui, c'est ça. Donc ici, on a une dizaine de soudeurs en ligne sur plusieurs tables. Donc chacun traite sa commande au fur et à mesure qu'elle est distribuée en fait dans le flux. D'accord. Donc là, on a un soudeur qui traite un barodage Pont-Aven. Ici, on a un portail Plomelin. Donc on a des produits qui s'appellent comme des noms de villes en fait bretonnes. Ah oui, c'est toujours Voilà. la petite... C'est La petite touche bretonne. Cadiou. Voilà, là on est sur un portillon Montcontour par exemple. D'accord. Voilà. Donc une fiche de fable, le produit s'appelle Montcontour. Alors on va aller voir Celui d'à là-bas parce côté. qu'on a un poste de soudage qu'on voulait vous montrer. Il ne faut pas qu'on regarde la soudure, ça fait mal aux yeux. Ah oui. Comment on soude les différentes pièces d'aluminium? Il faut quoi pour réussir à les relier? Ah, il faut un poste à souder déjà, de l'argon, une bouteille d'argon, donc du gaz argon. Nous on soude sur un principe de soudure TIG, donc tungstène inert gaz. Donc ici le soudeur vient câbler en fait son portail via une masse électrique, et via sa torche de soudure, il arrive à créer en fait un courant électrique et donc un passage de chauffe avec sa torche. La soudure, on est d'accord, c'est ce qu'on voit là. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est des cordons de soudure. D'accord. Donc là, on a un assemblage au bas sur une traverse. Ces tubes sont tous poinçonnés. Ouais. Voilà. Là, il est fini de faire un poinçonnage sur ces tubes en sous-bassement. À partir de là, on a un assemblage qui est costaud, qui est robuste. Et alors, la suite, on avance. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps. Là, on passe vitesse grand V. Oui. Hein. L'étape d'après, ça va être quoi? Donc l'étape d'après, une fois que tous les produits sont terminés, validés par les soudeurs, ils arrivent dans une zone de pré-contrôle. Donc l'opérateur qui est à ce niveau-là va vérifier que les produits sont conformes à la demande client, Ils sont beaux. esthétiquement propres, qu'aucune soudure ne manque. Eh oui. Ensuite, il va étiqueter chaque produit, le numéroter avec sa quincaillerie et ses couvre-joints, le mettre sur un chariot à disposition de l'atelier de peinture qui est là-bas. Ah, donc et ici- on va s'arrêter là, parce que là, justement, l'atelier de peinture, c'est là où on va aller dans un instant. Et on se retrouve dans quelques minutes pour vous montrer justement comment ces beaux portails en aluminium prennent de belles couleurs qui vont venir enjoliver nos maisons. À tout à l'heure. Evan, à tout à l'heure. Nous, on va reprendre le fil de notre histoire. Alors, pendant que papa ou Ronan Cadiou gère l'entreprise, vous menez, vous, votre petit bonhomme de chemin. Est-ce que vous aviez dans l'idée de reprendre l'entreprise ou pendant longtemps, ça n'a pas traversé votre esprit? Alors moi j'ai tout fait pour ne pas être chef d'entreprise.
D'accord. C'est vrai que mes parents ont vécu des années difficiles. C'est très angoissant quand on est chef d'entreprise d'une PME, d'une petite entreprise. Il y a des problèmes de trésorerie, de banque, de marché, de concurrence. Et toute mon enfance, j'ai baigné dans cet univers. Et donc, j'ai fait d'abord un bachelor en marketing, communication, vente à l'Audencia à Nantes. Et ensuite, j'ai fait un master en système d'information pour devenir contrôleur de gestion. Et donc, j'ai vraiment voulu travailler dans un grand groupe. Je ne voulais pas être chef d'entreprise, je voulais vraiment vivre une vie de cadre. J'avais ce fantasme de la vie d'un cadre à Paris ou à l'international. Et vite fait, je me suis vite ennuyée, vite la routine. Et en fait, les gènes étaient bien disponibles et disposés à devenir chef d'entreprise. Donc, j'ai fait que 3 ans dans les entreprises ailleurs. Et je suis revenue. Il m'a demandé de revenir et je suis revenue. Alors, est-ce que pour vous, Ronan, vous aviez espéré au fin fond de vous qu'elle puisse un jour se dire je vais y aller? Comme le dit Emmanuel, j'espérais pas trop parce que vu les difficultés qu'on avait vécues, parce qu'il faut quand même dire qu'une entreprise, c'est le stress permanent, quoi. Moi, j'ai vécu 35 ans de stress, quoi. Ouais. Donc, franchement et sincèrement, j'avais pas trop envie qu'Emmanuel reprenne l'entreprise. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait la reprendre, je lui ai dit, écoute, Emmanuel, tu sais, l'entreprise, c'est dur. Oui, papa, je sais que c'est dur, mais je te préviens, c'est très dur. Ouais. Oui, papa, je sais que c'est très dur. Mais franchement, je suis super content et très, très content, et heureux d'ailleurs, qu'Emmanuel ait repris cette entreprise. Et je suis aussi super contente de la voir comment elle a fait fonctionner, quoi. Justement, on va revenir parce qu'en 2003, vous rejoignez l'entreprise, mais vous n'en prenez pas la tête. Non. Il va se passer 4 ans. C'est ça, à peu près. En 2007, j'avais 30 ans, j'attendais ma dernière petite fille, j'étais enceinte de 6 mois, je me rappelle quand j'ai repris la société. D'accord. Mais voilà, j'ai fait mes armes, j'ai Qu'est-ce refait qui s'est les passé pendant ces 4 ans? documentations. C'était une forme de transmission informelle? Ouais, ça se passait J'ai bien. travaillé, j'ai refait toutes les documentations, je faisais des analyses de contrôle de gestion, prix de revient. C'est vrai que j'ai de la chance, j'ai une capacité à comprendre pas mal de matières. Je ne vais pas dans le fond, mais je peux superviser plusieurs pôles d'activité. Donc j'ai aidé autant que je pus. Et puis à 58 ans, il était fatigué, Oui. c'était difficile. Et là, je lui ai proposé de prendre la suite. Alors, petite question un peu personnelle, c'est quoi les avantages et les inconvénients de travailler en famille? Ronan, peut-être? Les avantages, il n'y a pas d'inconvénient, je pense pas. Hein. Il faut qu'on en parle. Puis nous, Emmanuel, comment on est ouverts tous les deux. On se dit ce qu'on a à se dire. Quand je suis content, je lui dis. Quand elle n'est pas contente, elle me dit. Et puis on prend ça très bien, il n'y a aucun problème. Hein. On n'a jamais eu de problème. Non. Puis bon, qu'elle reprenne l'entreprise, moi je trouvais que c'était une super idée. Il faut dire les choses comme elles sont. Quoi, hein. Et on a la pression, j'imagine, quand on reprend l'entreprise familiale qui existe depuis 1949. Vous êtes aussi attendu à Locronan, puisque tout le monde connaît la famille Cadieux à Locronan. Après, quand on est entrepreneur, on le sait. Et on a une notion du risque qui est complètement différente d'un salarié. Donc, on n'a pas une grande notion du risque quand on est entrepreneur. C'est un peu comme navigateur. Quand on part, quand Marie me parle de ce qu'elle fait, moi, je ne peux pas. C'est pas mon monde. La mer, c'est pas mon monde. Je suis admirative devant ce qu'elle fait. Et quand on est entrepreneur, on a cette notion du risque qui est très, très... qui n'est pas la même qu'un salarié. Et Marietta Tabarly, justement, est-ce que vous connaissiez l'entreprise Cadieux avant de rencontrer Emmanuel, par hasard? Non, avant de les rencontrer, pas du tout. Ouais, c'est Mais ça. alors, ça a été un nouveau monde. C'est du portail haute couture, quoi. Ok. En plus, j'ai dans une maison que j'ai même pas portail. En plus, donc c'était vraiment un truc, mais j'étais vraiment très très loin de m'imaginer, ça. Ouais. C'est vrai que le monde du portail, comme ça, on se dit, faut avoir envie d'aller vendre le portail. C'est très spécifique comme Après, moi, je comme pense que j'ai secteur. féminisé aussi cette industrie. Ouais. Si on parle que du produit technique, un portail en aluminium, tenon mortaise ou soudé, comme on vient de voir, c'est très technique. Et moi, je pense que j'ai apporté toute cette harmonie, ce côté féminin de l'aménagement d'espaces de vie extérieurs. Et là, tout le monde peut s'y retrouver, à la fois de la technique et aussi du décor. Et dans le management, est-ce que vous dirigez est-ce qu'elle dirige comme vous, Oui, Ronan? Ouais. Moi, quand j'étais patron, j'avais une philosophie, on peut dire. Les gens qui viennent travailler chez moi, ils viennent pour gagner de l'argent. Mais il faut qu'ils soient heureux au travail aussi. Et je trouve qu'Emmanuel fait encore mieux que moi parce qu'elle a une autre conception de cette... c'est vrai que si vous venez, quand on vient chez Cadieux, on voit que les ouvriers, les salariés sont heureux de travailler chez Cadieux. Et d'ailleurs, quand on vient chez Cadieux, on ne part pas, quoi. On part pas. Il y a les gens. Moi, j'ai une personne qui avait 42 ans. Elle a travaillé plus longtemps que moi chez moi, oui, c'est vrai en plus. 42 ans dans la maison. Aujourd'hui, j'ai des gens qui ont 30 ans, 35 ans.
Parce qu'il y a une philosophie chez nous qui est difficile à expliquer d'ailleurs. Moi, j'estime qu'elle est difficile à expliquer. Mais C'est un comme contrat qui vous lie avec vos employés. Ouais, et c'est vous un contrat savez, moral, quoi. Puis, D'accord. moi, c'est ce que je disais souvent. Je disais qu'une entreprise, c'est comme un bateau. Éric Tabarly ou Olivier de Kersauzon, quand ils partent faire le tour du monde, ils prennent avec eux les meilleurs navigateurs, les meilleurs matelots. Une entreprise, c'est exactement pareil. Moi, je prenais les meilleurs matelots. Si le matelot faisait l'affaire, c'était bien. Si le matelot ne faisait pas l'affaire, je l'appelais une fois, 2 fois, puis des fois, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, c'était difficile de dire à ces gens, je ne te garde pas parce que... Mais je le faisais quand même, quoi. Et justement, sur le recrutement, vous avez aussi mis en place une école, une entreprise école, c'est ça? Oui. C'était quoi l'objectif? C'est parce que vous aviez aussi du mal à recruter En fait, on a fait de la croissance très vite. En fait, le produit que mon père m'a légué, les portails en PVC, puis les portails en aluminium, c'est des beaux produits. Ils étaient solides, ils faisaient l'affaire. Donc, quand on a commencé à avoir des commerciaux sur toute la France, on a vendu beaucoup de produits. Et on n'avait pas assez de menuisiers. Et il n'y avait plus de menuisiers dans les écoles. Ça n'attirait plus les jeunes, tout le monde voulait prendre son bac et faire des études. Donc on a suivi Pôle emploi et ils nous ont proposé un recrutement par simulation sur les aptitudes que chacun a à faire des choses différentes. Et on a fait donc des tests de recrutement sans CV, sans discrimination. Et ensuite, on a un atelier école, une école de formation initiale. Et là, on en a ouvert un aujourd'hui même. Il n'y a que des femmes. Que des femmes qui vont devenir menuisiers aujourd'hui. Et c'est important pour vous, cette féminisation de l'entreprise, à la fois dans son management et à la fois dans les salariés qui travaillent? Je pense que la mixité et la diversité, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs la base. Et il faut de la mixité. Dans une entreprise de menuiserie, on pourrait dire qu'il n'y a que des hommes, ou de soudure, il n'y a que des hommes. Or, non. Ça s'adapte à tout le monde et tout le monde peut apprendre si on a envie d'apprendre. Donc oui, la mixité c'est importante. Et si moi, chef d'entreprise femme, je ne peux pas mettre la mixité et l'égalité professionnelle au cœur de mon système de management, je ne sais pas qui va le faire. Donc voilà, c'est mon rôle. Justement, on va retourner dans vos locaux, direction Locronan, où Evan rencontre ce matin vos équipes sur place. Alors voilà notre portail fraîchement soudé qui part maintenant prendre de la couleur. Ouais. Vous, Bastien, vous êtes le chef de cet atelier. Comment vous leur donnez de la couleur justement à ces portails? Donc le principe est relativement simple, c'est qu'on va appliquer une poudre polyester sur la matière qui va être appliquée par système électrostatique. Donc on va charger négativement la poudre qui va s'appliquer comme un aimant sur la matière qui, elle, est mise à la terre. Le principe ensuite, c'est qu'on va la cuire. Alors attendez, celui-là il est fini par exemple? Celui-là est terminé, ce ventail est terminé. Et donc là, la poudre, elle est collée dessus. Donc la poudre est collée dessus, ce qui fait que si on vient toucher le crochet là, on va avoir la poudre qui n'est pas encore ce qu'on appelle polymérisée, donc elle n'est pas cuite. Ça permet juste d'appliquer la poudre sans qu'elle tombe avant le four. Et alors pour pulvériser la poudre, ça se passe dans la cabine. Ça se passe dans la cabine qui est là. Et on va aller voir. Alors approchons-nous. On dirait un cosmonaute, votre collègue. C'est un cosmonaute qui est bien protégé, c'est pour les voies respiratoires. Donc, il y a une plateforme qui lui permet de travailler à hauteur, que ce soit ergonomique. Donc du coup, il va avec son pistolet, c'est là où il va venir projeter la poudre sur le portail en aluminium. Nous, on achète des poudres prêtes. Ouais. Et donc ensuite, c'est après cette étape-là que vous allez mettre ça dans un four. Et donc ça cuit, c'est comme un gâteau, c'est quoi la recette? La recette, c'est 200 degrés pendant 20 minutes. Ah, regardez, À partir du moment où on prend. ça y est. 200 degrés 20 minutes à 200 degrés. 20 minutes à 200 degrés, ouais. D'accord. Et après, Et après, c'est bon, on a juste à attendre que la matière refroidisse et on peut la prendre. C'est génial. Et donc vous pouvez faire toutes les couleurs du monde? On peut faire toutes les couleurs qui existent, ouais, que les clients veulent. Ok. On a plus de 200 références en stock de teint. Et vous faites aussi, est-ce que toutes les petites pièces, je sais pas, les gonds, etc. On va faire tous les accessoires sur des cadres là. Ah oui. Oui, comme ça au moins vous êtes sûr que ça a la même teinte que le reste. C'est exactement ça, ouais. Et après, le rendu final, alors c'est pas le même portail puisqu'il n'est pas encore passé au four, mais on voulait vous montrer le rendu final. Donc là, on va avoir des lames de remplissage. Donc là, c'est cuit, c'est prêt, ça refroidit. On sent que c'est encore un peu chaud, Ah oui. comme un bon croissant.
Et là, il n'y a plus de poudre sur les doigts. Là, il n'y a plus de poudre et c'est prêt à être envoyé. Ça pourrait être... Et la prochaine étape, alors maintenant, là, ça c'est un portail contemporain. Oui, Et l'étape pour celui-ci, c'est l'assemblage. c'est ça. Encore une fois, c'est un peu comme un gros Lego. Oui, qui se passe dans un autre atelier. Voilà, et bien justement, c'est là où on se retrouvera dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Aujourd'hui, Cadiou, c'est combien de salariés, Emmanuel? Alors, on est 750 équipiers, collaborateurs chez Cadiou. D'accord. J'avais promis de ne pas dépasser 500. Bah, dis donc. Et en fait, c'est vrai que quand on veut bien faire les choses, quand on veut faire plaisir aux personnes qui vont acheter les produits et nous faire confiance, et naturellement, on trouve de nouveaux clients. Et donc, comme tout est fait à la main, comme vous voyez dans les ateliers, tout est fait donc à l'eau chronant, et il faut beaucoup de monde et ça fait beaucoup de travail pour tout le territoire. Comment Cadiou est devenu une institution à Locronan? Parce que quand même un employeur local qui salarie 750 personnes. C'est une très bonne question, je dirais. C'est certain que quand j'ai commencé ma carrière de chef d'entreprise en 1973 avec un ouvrier, j'aurais jamais imaginé que l'entreprise Cadiou Industries serait arrivée là où elle est aujourd'hui. Bon, après, quand j'ai pris la suite de mon père en 73, l'entreprise s'est développée très rapidement. Lorsqu'on est arrivé sur le nouveau site où on est aujourd'hui, et on était 8 personnes en tout et pour tout dans cette société. Là, j'avais acheté un terrain de 6500 m² pour construire mon premier atelier. Mais je me dis souvent, heureusement qu'on s'est installé en pleine campagne parce que on a eu la chance aussi de pouvoir se développer sur le site. On a pu acheter tous les terrains qui sont autour de chez nous à des agriculteurs qui voulaient bien nous le vendre, quoi. Et l'État français a transformé ces terrains agricoles en terrains bâtiments industriels, quoi. Donc, quelque part, je me dis comment j'aurais fait si je m'étais installé sur une zone industrielle à Rennes, à Nantes, à Quimper, j'aurais pas pu, quoi. Donc, moi, je suis bien à Locronan, je vais vous le dire. Je suis fier d'être à Locronan. Je suis fier aussi, franchement, je suis obligé de dire, quand je vais dans les ateliers, bon, certains ne me connaissent plus évidemment, mais quand je vois tous ces gens qui travaillent et des gens qui sont là depuis longtemps, je me dis, quelque part, j'ai servi à quelque chose. Le jour où je vais mourir, je pourrais dire, t'as servi à quelque chose. Ça fait partie vraiment de l'identité de Cadiou, voilà, cette ville dans laquelle elle a implanté Locronan. C'est vrai que Locronan, pour nous, il y a quelque chose d'assez magique. J'en parle un petit peu. Du côté, il y a du granit, il y a eu quand même la légende de Saint-Ronan, les druides. Il y a quelque chose de magique, je pense. On parle souvent de potions magiques, comment on y arrive, Astérix, Obélix et tout ça. Mais on veut vraiment rester sur Locronan et on a aussi une grande solidarité au niveau des réseaux de chefs d'entreprise, au niveau des salariés qui travaillent chez nous. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique. Alors la magie aussi d'Emmanuel Cadiou, c'est de pouvoir faire des ponts avec des mondes qui ne sont pas amenés à se croiser comme ça. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça avec Marie Taberlier. Est-ce que finalement le feeling il est passé tout de suite entre vous? Oh bah oui, je pense. C'était quoi le cadre de votre rencontre? C'était l'année dernière, j'étais en pleine recherche de partenaires pour courir une course qui s'appelle la Transat Jacques Vabre, que je courais avec Louis Duc. Et on avait un bateau que Louis avait reconstruit, qui sortait d'un incendie. Enfin bref, toute une histoire assez incroyable. Et forcément, on avait besoin de partenaires. Et grâce à un autre réseau, un autre ami commun, j'ai rencontré Emmanuel. Et je crois qu'au bout de 2 minutes 30, elle m'a dit tout de suite. c'est bon, vous avez un accord de principe. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait dans la tête. C'était trop simple, c'était trop facile. Et Loïc, je l'avais vu la veille à la préfecture maritime. Donc, il faut vraiment faire du réseau. Je pense, je parle beaucoup à mes collègues chefs d'entreprise. Il faut réseauter, il faut aller voir, il faut ouvrir son entreprise aux autres. Et c'est par Loïc, je cherchais à avoir une notoriété nationale pour ma marque qui s'appelle Costume. Et justement, c'était la Transat Jacques Vabre pouvait vraiment être un moyen de communiquer au grand public notre nouvel univers. Alors, on vous connaît souvent comme navigatrice, mais vous êtes aussi la fondatrice d'Elementaire Project. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que cette association au départ? Oui, bien sûr. J'ai créé l'asso en 2017 pour héberger le projet élémentaire et du coup, PenduXC, c'est le navire amiral du projet. Et ce qu'on cherche à faire, c'est parler des grands défis de l'humanité, donc les grands enjeux sociaux et sociétaux via l'art et le sport, de façon générale. Donc après, en fonction des années, en fonction des projets, on change la forme. Des fois, c'est des expés, des fois, c'est des conférences, des spectacles, des productions, des courses, mais le fond et le socle est toujours le même. Quand on essaye de faire une sorte de
de grands think tanks flottants à bord de Penduxis, de réunir plein de gens qui n'ont pas vocation à se rencontrer, à faire en sorte qu'ils échangent entre eux et à redonner après du savoir. Alors, il y a 2 autres nouveaux projets qui sont en cours, dont Élémentaire Legacy. Ouais. Vous posez une question qui est fondamentale et je pense qu'il peut parler à tous. C'est quoi cette question, Marie? Du coup, c'est pour les entreprises, alors, pour l'instant en Bretagne, et j'espère plus tard sur toutes les Ouvrir métropoles un et petit peu enfin plus. les dom-toms. Ouais. C'est quel héritage allons-nous laisser, nous, sur notre propre territoire. Et donc, pour moi, ça passe par la jeunesse, et du coup l'éducation. Et du coup, j'ai décidé de créer des programmes pédagogiques donc, qui durent 8 mois, sur toute une année scolaire, autour de la biodiversité, de la protection du littoral et des activités économiques liées au low-tech. Sur cette question, quel héritage allez-vous laisser sur votre territoire? Qu'est-ce que vous répondriez, Ronan? Oula. Bah écoutez, j'espère au moins que Ouais. bon, cette société a créé de l'emploi. Déjà l'emploi, pour moi, ça a créé de l'emploi, a permis aux gens de la région de Locronan, de Quimper, de Douarnenez, de s'installer à côté de chez nous, quoi. Et puis, parce qu'il faut vraiment reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Chez nous, évidemment, à Locronan, on est la plus grosse société. Ça, c'est même peut-être du Finistère, même de Bretagne. La diversité de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'agroalimentaire chez nous. Ouais. On a beaucoup de conserverie, de travail du poisson, et ça apporte de la diversité. Et je pense qu'il y a le côté durable. Et il a créé des produits qui étaient durables, qui étaient à vie, pratiquement on peut garder à vie. Et les valeurs de Marie sur la RSE, le respect de la planète, du littoral, m'ont tout de suite marqué. On peut croire qu'une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise va se mettre dans la voile parce qu'on est voileux, mais pas du tout. Moi, c'est pas du tout cette corde-là que j'ai jouée, c'est vraiment les valeurs de Marie pour le respect de l'environnement. Alors justement, vous allez chercher des fonds, vous avez besoin aussi d'être accompagné par rapport à ça. Quels sont les bons échanges de procédés que vous avez aujourd'hui toutes les deux pour aider Marie justement dans son association? Alors moi, j'essaye de lui présenter les personnes de mon réseau, les chefs d'entreprise qui ont les mêmes valeurs que moi. On est en train de créer un club des ETI en Bretagne pour faire valoir entreprises de taille intermédiaire. Merci. Voilà, avec Caroline Lebranchu et beaucoup de chefs d'entreprise. Et je disais dans le train en venant, Marie, j'essaierai de te présenter toutes ces belles entreprises et ces beaux chefs d'entreprise qui ont des valeurs aussi à partager. Donc voilà, mon réseau. Et Marie et puis vous avez aussi visité l'entreprise Cadieux à de multiples reprises. Vous vous êtes rendu sur place pour échanger sur la manière de faire aussi. Comment on gère une entreprise? C'est surtout qu'on est, Emmanuel comme moi, on est très dans l'humain et dans le contact. Si c'est avoir un partenariat avec une entreprise où c'est juste pécunier, ça n'a absolument aucun intérêt. On n'est pas du tout sur ça, quoi. Là, c'est plutôt à chaque fois rechercher à créer du lien avec les salariés de la boîte, avec nous, en tant que marins, on n'est pas juste marins, en fait. On est en même temps chef d'entreprise, on est DIRCOM, on est commercial, on est DRH, on a plein de casquettes. Et je retrouve toutes ces casquettes-là au sein de son entreprise. Du coup, je peux échanger avec eux. Du coup, ils vont me filer plein de tuyaux là-dessus. Moi, je vais pouvoir leur donner d'autres tuyaux sur ma façon de gérer l'équipage, de gérer les projets, etc. Du coup, là, c'est un échange qu'on vient chercher aussi. Je sais pas... ça va beaucoup plus loin que juste donner de l'argent et puis sûr, sponsoriser comme on a l'habitude de l'imaginer. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller explorer comme ça d'autres milieux qui n'ont rien à voir avec votre secteur Il y a eu habituel? Pascal Jaouen, ça a été vraiment... maintenant, on est connecté avec Pascal, alors que je ne connaissais rien du tout à la broderie, à la haute couture et à la haute broderie. Ça a été... moi, j'aime ouvrir les opportunités et il y a toujours des connexions à faire. Et voilà. On a toujours... on gagne toujours à ouvrir nos entreprises et à bouger et à aller voir d'autres univers. Voilà. Puisqu'on a une navigatrice autour de ce plateau, vous avez le pied marin chez les Cadieux ou... Disons que moi j'ai mon permis, comment dirais-je, dis-moi Marie. Bateau? Hauturier. Ah, hauturier. Bon, alors aller à l'île de Saint, je suis totalement incapable d'aller. Mais bon, non, je suis pas. J'ai un bateau aussi ailleurs qu'ici, mais bon, non, je suis pas un marin. Non, moi non plus. On n'a pas la culture de la voile, on en parlait. On n'a pas la culture de la voile, non. Mais voilà, c'est. Mais je vais rebondir sur une chose qu'a dit Marie là tout à l'heure. Marie, ce qui l'intéresse, c'est l'humain. Et je pense que chez Cadieux, c'est aussi l'humain.
s'il y a cette ambiance dans notre entreprise, enfin, c'est plus la mienne, mais dans l'entreprise d'Emmanuel, c'est qu'il y a de l'humain dans cette entreprise. Et c'est impressionnant d'ailleurs de voir l'humain qu'il y a dans cette entreprise, quoi. Des fois, je me dis même Emmanuel a fait trop, mais non, c'est dans notre nature c'est dans notre nature si on peut aider. Moi, quand j'étais patron, quand je pouvais aider un salarié qui était vraiment dans le caca, ben, je l'aidais, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire chez nous, quoi. Il y a une ambiance totalement particulière, quoi. Ça fait partie de votre ADN. Ça fait partie de notre ADN. Peut-être quelques secondes avant qu'on retourne à Locronan, Marita Barly. Prochain grand challenge pour vous, c'est la Ocean Globe Race. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Tour que du monde, départ en septembre 2023. Ouais. C'est Tour du monde en équipage avec escale et sans satellite, donc sans GPS, sans moyen de communication moderne. Et avec un équipage que vous allez constituer et qui est assez particulier quand même. Ben en fait, on a 30% d'équipage qui est professionnel et 70% qui est bénévole. Je suis en plein recrutement en ce moment de tous ceux qui me contactent pour voir. Et il y a du monde au ponton, pardon. Il y a de la demande, ouais. Bon, bah, Marie, en rentrant dans le train, je te posais ma candidature. C'est ça, voilà, vous avez fait la transition. Non, mais elle m'a dit en venant qu'après 50 ans, c'est fini, on peut pas le Sympa. Non, je rigole. Ça va se négocier à la fin de cette émission, je crois. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil direction Locronan où nous attend Evan. Avant de partir, il fallait absolument qu'on vous montre les portails qui sont découpés au laser. C'est quand même la spécificité de Cadio. Mais on avait aussi envie de vous montrer la quincaillerie. Oui. C'est un peu la caverne d'Alibaba de l'entreprise où on trouve un peu toutes les pièces. On voit votre collègue derrière, Claude, qui prépare. Nous nous trouvons ici dans la quincaillerie. Ça va nous fournir tous les accessoires qu'on va avoir besoin pour monter notre portail et pour que le client puisse poser son portail. Ah oui, ça c'est le kit du client. Ça c'est le kit du client. Et ici, c'est le kit de montage pour les opérateurs de montage de l'aluminium. On va faire un petit quiz. Si je prends ça, Claude, ça sert à quoi ? Ça, c'est un embout de montant. C'est-à-dire que ça va se retrouver sur le montant. Et cette petite partie ronde, là, c'est pour mettre une bague pour permettre au portail de s'ouvrir et de se fermer. Bon, bah, Emmanuel vous voit, donc elle sera fière de vous. D'accord, merci. Alors, on va aller dans l'atelier d'à côté pour justement voir les portails qui sont découpés avec une découpe 3D. Oui. Comment on ouvre ici ? Ah bah, ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre tout seul, c'est automatique. Comment vous formez les gens ici ? Ça prend combien de temps ? Alors, pour former les gens, on a un atelier école. Alors, cet atelier école, il dure 3 semaines. On recrute les gens en fonction de leurs compétences. Une fois qu'ils ont passé cet atelier école, on leur donne les bases de la formation. On les met en atelier. Là, ils font encore 3 semaines avec un tuteur. Et au bout de ces 3 semaines, on les met au travail normalement, quoi, mais avec toujours un œil sur eux pour les aider, pour les entraider. L'entreprise Cadio, c'est quand même une entreprise où il y a beaucoup d'entraide. Donc on ne laisse pas les gens tout seuls, on fait du portail de qualité, donc il faut vraiment que les gens que l'on embauche soient vraiment imprégnés de nos valeurs. Ça, voilà. C'est ça en tout cas. Ça c'est la sérénité de l'atelier, ça. On va aller voir votre collègue, du coup, qui... Alors, parlez-nous un petit peu de ces portails, ils sont contemporains. Ah oui, c'est une gamme qui est sortie il y a 5-6 ans. C'est une gamme qui plaît énormément. C'est-à-dire que c'est un portail où on a associé une tôle. Alors, on a toutes sortes de tôles, des tôles standards ou des tôles personnalisées. Alors, une tôle personnalisée, vous êtes médecin, on va vous faire un hippocampe, vous êtes, maçon, on va vous faire une truelle, on va vous faire toutes sortes de tôles, c'est en fonction de ce que vous souhaiterez. Et d'ailleurs, vous avez travaillé avec Pascal Jaouen, le brodeur, qui vous a fait un beau design. On a fait des broderies. Alors c'était assez chouette comme portail. Mais c'est vrai que c'est notre force un peu de proposer autre chose que nos concurrents. Et alors ici, en fait, c'est l'étape où vous assemblez les éléments avec la quincaillerie. Voilà, on assemble notre portail et on va terminer justement avec tous les accessoires qui vont servir à la pose du portail, mais au montage, quoi. Donc les accessoires, on va les retrouver, si vous voulez, on va les retrouver là-bas. Ah oui, alors allons-y vite. Allons-y vite. Alors, donc, allons-y vite. Ah oui, on les voit. On les voit, ils sont ici. Très bien, voilà, ils sont là, nos petits accessoires. Et bien écoutez,
Moi, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce portail, je pense que je vais peut-être le prendre. Il me reste juste à trouver la maison pour le mettre, mais... Très bien. Oh, ben, il y a ce qu'il faut en Bretagne. Ah, bah, Il n'y a pas de voilà. souci. Je compte sur vous pour la trouver. Voilà. Merci en Merci tout cas. beaucoup. Et à demain. Merci beaucoup, Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Ronan, après avoir quitté les rênes de l'entreprise, c'est facile de reprendre une vie normale? Oui, moi oui, je vais vous dire oui. Parce que vous savez, quand vous étiez chef d'entreprise pendant 35 ans et d'avoir tout le temps investi, acheté des machines, construit des bâtiments, il y a un moment où vous n'en pouvez plus. Overdose. Et moi, j'ai arrêté à 58 ans et je ne regrette pas d'ailleurs. Parce que franchement, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et puis, quand Emmanuel, Jean-François et Anthony m'ont dit qu'ils allaient reprendre l'entreprise, j'étais très content. Et tout le monde pensait d'ailleurs que je serais resté les embêter dans l'entreprise. C'est ça, vous n'avez jamais envie d'aller jeter un coup d'œil Non, je vais de temps en temps. J'aime bien aller de temps en temps, même les salariés, ils aiment bien. Je vais les voir, je discute avec eux, je dis comment que ça va, et est-ce que ça va très bien. Mais je trouve que notre histoire, parce que ça va se terminer bientôt, je trouve que notre histoire, c'est une belle histoire, quoi, parce que le fait d'avoir cédé l'entreprise à ma fille Emmanuelle, bon, je suis aussi très fier de voir comment elle gère l'entreprise, parce que moi, je la gérais d'une façon autodidacte, parce que je suis un autodidacte. Mais Emmanuelle la gère d'une autre manière, avec des collaborateurs. Et quand je vois toute l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les matelots qui sont à bord et qui mouillent leur maillot, je suis fier. Je suis obligé de dire que je suis fier de cette entreprise, je suis fier. Et ça se sent en tout cas. Ouais, mais je suis fier aussi. Ouais. Et justement, là, vous êtes en train d'écrire les 50 ans voilà, de l'entreprise. Et ce que vous disiez, c'est que finalement, moi j'ai eu un petit peu de chance parce que j'arrive au moment où l'entreprise prospère, j'ai juste à faire bien et pas à me battre peut-être comme mon père a pu le faire avec ce stress aussi. C'est clair, et les fondamentaux étaient très bons. Il a fallu faire savoir qu'on faisait des belles choses. Ça a été de la communication, du marketing, du digital, de la RH, l'intégration des nouveaux collaborateurs, la croissance, la logistique. C'est très important la logistique dans une entreprise comme la nôtre parce que les produits sont très très volumineux et très fragiles. Donc on a 35 camions, 35 chauffeurs qui livrent avec soin nos produits chez nos artisans. Donc c'est toute une organisation. Faire un portail, un seul portail, ça paraît accessible, mais c'est en faire 300 par jour qui devient compliqué. Et 300 beaux portails, 300 portails qui sont totalement personnalisés, qui ont le nom et le prénom et l'adresse de la personne qui a choisi de nous confier le projet. C'est ça la difficulté, c'est la quantité et de garder le côté artisanal. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a transmis intimement votre père, au-delà de l'entreprise en tant que telle? Le respect de l'environnement, le respect de la matière qu'on nous confie, le respect de la campagne, de la mer, le respect de nos clients, très important. Un client doit être content. Et un client qui est content, il est fidèle. Et il va revenir nous reproduire. Nous, on n'a jamais voulu de contrat avec nos clients. On veut qu'ils soient libres de revenir ou d'arrêter. Et naturellement, ils reviennent. Voilà. Donc, le respect. Je pense que c'est une très bonne valeur. Respecter les gens avec qui on travaille et pour qui on travaille. Et raconter cette histoire dans un livre, pourquoi vous avez eu besoin de poser cela sur papier? L'année prochaine, au mois de janvier, Emmanuel a décidé de faire les 50 ans de l'entreprise. Et puis, elle m'a dit, papa, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose, quoi. Et donc là, j'ai commencé à écrire le livre avec une biographe qu'Emmanuel m'a trouvée, une charmante dame d'ailleurs. Et ça se passe à merveille. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que je suis arrivé dans une entreprise où il y avait 150 personnes. Non, c'est pas ça. Je ne vais même pas vous dire à l'antenne. Mais le livre, je pense qu'il n'est pas tout à fait terminé, mais bien avancé. Je pense que ça va repositionner un peu tout ça, même vis-à-vis des salariés, quoi, dire par où est passée l'entreprise, les difficultés de l'entreprise. Quand ça a été compliqué dans l'entreprise, qu'il a fallu hypothéquer sa maison personnelle pour remettre de l'argent dans l'entreprise. Ma femme, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, me dit « Ronan, on ne parle plus de ça, mais c'est la vérité. Quand vous avez un expert immobilier, on commence au sous-sol, on monte au premier étage, au deuxième étage, on va dans les dépendances, voir si le bien que vous possédez va couvrir l'éventuelle perte que vous allez perdre si vous déposez le bilan. Je peux vous dire, enfin je le dis haut et fort à l'antenne, que c'est des moments très difficiles à passer. Mais il faut les passer, quoi. Mais donc, et vous les avez passés? Je les ai passés. Je les ai passés, bien passés d'ailleurs, mais c'est quand même compliqué. Et vous n'avez pas à rougir en tout cas de cela. Emmanuel, comment vous vous projetez dans 10 ou 20 ans? Est-ce que cette
entreprise Cadieux va rester aux mains de Cadieux. Ah, bah, La c'est transmission, mon est-ce qu'elle projet, est hein, c'est déjà, clair que ça me lancée? ferait... Oui, j'ai 3 enfants. Un qui est vraiment un très bon commercial de 20 ans, qui a le commerce dans le sang, hein, comme son papa. Et j'en ai un deuxième, Mathis, qui est à l'EDEC aujourd'hui, à Lille, qui commence juste son BBA, là, son Global BBA, qui a vraiment... qui aime beaucoup l'entreprise, qui a déjà travaillé chez Cerens, là, dans la cage. Et j'ai une jeune fille de 14 ans qui a encore tout l'avenir devant elle. Mais ça me ferait... Je vais tout faire pour leur proposer de garder au moins l'actionnariat dans la famille. Parce qu'une entreprise familiale a des valeurs de pérennité et de respect de ses collaborateurs, de ses clients. Et il n'y a pas ce côté, tous les 5 ans, à retrouver un fonds d'investissement pour remettre de l'argent dans le capital de la société. Donc, j'ai 44 ans, j'ai encore un bel avenir devant moi en tant que chef d'entreprise. J'aimerais devenir vraiment un aménageur d'espace de vie extérieur, mais j'aimerais bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Ronan Cadieux pour toutes ces confessions un peu sur ce plateau. On vous souhaite à Marie Tabarly encore de belles aventures avec Elementaire Project. Et vous connaissez évidemment la tradition de fin d'émission. Photo. La photo, évidemment. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Dance for me, dance Bon, for ça a me, été. dance for me. Super.